Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle d'onboarding de nouvelles personnes dans une équipe de développement logiciel, chose qu'on fait beaucoup chez Mirego. Dans l'épisode, on met le focus sur le fait qu'on onboard parfois des développeurs et des développeurs avec un background un peu moins commun, moins lié à nos technos et nos outils habituels. Je reçois Thierry Fortier et Guillaume Audet pour parler entre autres du concept d'onboarding organique et d'un onboarding plus structuré et pourquoi c'est important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, on a la chance d'avoir une équipe de développement exceptionnelle et c'est dû en partie par la grande quantité de backgrounds différents que possèdent nos devs. Ça nous permet notamment d'approcher des problèmes techniques avec plusieurs perceptions différentes et de combiner toutes ces expertises pour arriver à développer de meilleurs produits numériques. Par contre, ça peut représenter un défi important en termes d'onboarding, d'intégration. Puis chez Mirego, on accorde une importance particulière à ce processus-là puis pour fournir le meilleur accompagnement possible aux nouveaux membres de l'équipe. Comment est-ce qu'on réussit à bien adapter ce processus-là pour accommoder tous ces backgrounds différents? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc, j'ai avec moi deux membres de l'équipe de Mirego, Thierry Fortier, directeur de l'équipe de développement logiciel, et Guillaume Audet, développeur logiciel. Bonjour, messieurs. Salut, Rémi. Et salut. Donc, si on commence avec un petit tour de table, c'est rare qu'on fasse ça dans les podcasts, là, qu'on focus un peu plus spécifiquement sur les individus, mais j'étais curieux de savoir votre background. C'est pas pour rien que vous êtes dans cet épisode-là. C'est quoi si vous voulez nous en dire un peu plus sur votre background de dev? Oui, je vais commencer. Dans le fond, moi, j'ai un background qui est très autodidacte. J'ai fait, avant d'être chez Mirego, une dizaine d'années en développement logiciel dans des compagnies de médias. Je me suis occupé au départ de refonte de sites web, puis ça a évolué après ça en gestion de serveurs de streaming, infra, création d'API. Fait que 10 ans de ça. Après ça, un petit featuring dans une compagnie de jeux vidéo en web aussi pour aller voir un peu ce qui se passait là. Puis finalement, chez Mirego, où j'ai fait un switch du développement plus web back-end au développement mobile. C'est la première fois que je touchais à ce genre de développement-là. Fait que mon onboarding au complet, mon intégration s'est faite chez Mirego. J'ai fait 3 ans de ça avant de sortir du développement puis de prendre un rôle qui était plus focusé gestion. Mais ça ressemble un petit peu à ça, côté background. Guillaume? Yes, pour moi, j'ai commencé, moi, je suis pas autodidacte. J'allais à l'université pour apprendre la programmation. Puis après ça, fait un petit tour d'une compagnie d'assurance. Puis là, c'était trop ennuyeux. Fait que je suis allé du côté des jeux vidéo. Puis là, j'ai fait ça 15 ans. Puis là, un moment donné, mettons, la lassitude des gros projets qui s'enchaînent, puis goût de nouveau, m'a amené chez Mirego. Puis là, c'est là que j'ai fait le saut au développement mobile. Fait que avant ça, j'étais beaucoup développement sur les consoles, là, PlayStation, Microsoft et tralala. Puis, fait que là, j'ai appris le mobile, un peu comme Thierry en arrivant ici. Puis là, ça fait 3 ans que je fais ça, développeur mobile. Que tu n'as pas retouché au dev de jeux vidéo, dans le fond. Non. OK. Puis on pourra parler tantôt de comment ce background-là peut t'aider, parce qu'il y a quand même des parallèles un peu à tirer. Si on se projette un peu dans le passé, d'abord, chez Mirego, le processus d'onboarding, je pense qu'il a quand même évolué là, depuis, on est quand même rendu beaucoup de monde. Quand on était peut-être une vingtaine, une trentaine, je pense que le processus est un peu plus léger. Là. Je sais pas si Thierry, maintenant, tu es quand même en charge, tu chapeautes beaucoup ce onboarding-là des devs. Est-ce que tu as un peu ce contexte-là de comment c'était avant, puis comment toi, tu l'as, comment ça a changé avec ton aide? Ouais, le contexte que j'ai est historique. Là, je l'ai pas vécu quand je suis arrivé. On avait déjà l'onboarding Asana qu'on connaît aujourd'hui, là, qui est très itératif puis qu'on peaufine de mois en mois. À l'origine, l'onboarding était plus épuré. Il n'y avait pas autant d'étapes, il n'y avait pas autant d'encadrement sur l'onboarding. C'était vraiment plus organique, mettons. Puis je pense que c'est un type d'onboarding qui fonctionne quand même bien quand tu es une plus petite équipe, là. C'est plus facile dans des équipes plus petites de voir ce qui se passe avec les gens qui viennent d'arriver, de voir où sont les lacunes, où est-ce qu'on peut aider, puis comment on peut supporter ces nouveaux-là. Quand on commence à scale up, quand on a plusieurs projets en parallèle, plusieurs équipes, plusieurs onboarding en parallèle, des fois dans le même projet, là, ça peut devenir un peu plus compliqué de suivre ça, d'où la nécessité d'avoir un processus qui est un petit peu plus structuré. Fait que moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà un Asana qui nous aidait là-dedans. Dans le fond, qui part de ta première journée, ensuite qui va à la première semaine, puis qui continue pendant la durée au complet de l'onboarding, qui est de 3 mois chez Mirego.
Puis cet asana-là, on le révise régulièrement. T'sais, on ajoute des tâches, on enlève des tâches, on s'assure que c'est à jour et pertinent pour les candidats qui rentrent. C'est pas seulement au niveau du développement qu'on fait ça, c'est au niveau de tous les rôles qu'il y a cet asana-là, qui est évidemment adapté, là. Mais ça permet entre autres au nouveau de faire le tour un peu de Mirego, de comprendre comment Mirego fonctionne en dehors de leur projet, de comprendre un peu comment leur projet fonctionne. Ça donne beaucoup d'overview, mais c'est pas là que le développement technique se fait. C'est en plus au niveau du projet, puis là, on revient au mode un peu plus organique, un peu plus spécifique à chaque projet puis à chaque développeur. Il n'y a pas un processus très, très clair par projet, par personne, parce que ça deviendrait... Ça pourrait pas scaler. On revient au côté organique un peu. Exact. Mais c'est intéressant, le parallèle. Tu sais, moi, je parle souvent avec les nouveaux membres de l'équipe, même à l'externe de Mirego, c'est de culture d'engineering. Tu sais, puis il y a beaucoup de parallèles avec ce que tu viens de dire. Sur, au début, c'est organique. On est peut-être même physiquement assis tous et toutes dans le même local. On se parle beaucoup plus. Ça se fait plus naturellement. Mais plus tu grandis en tant qu'entreprise, plus c'est important de... Si tu le fais pas, ça, si tu n'as pas de processus, si tu fais confiance au processus organique à 100 personnes, peut-être que là, 3-4 fois, ça va donner des résultats complètement différents de ce que tu t'attendais, puis que là, finalement, on l'a échappé celui-là. Pourquoi? On ne sait pas trop. Cette personne-là, ça n'a pas marché. Mais quand tu peux t'améliorer, c'est faut que tu définisses un peu plus, parce que sinon, ça fait juste tirer dans toutes les directions. Là. Exact. T'sais, l'humain étant ce qu'il est, il n'y a pas un humain qui va interagir de la même manière avec les autres. Fait que plus il y a de personnes qui sont impliquées dans un processus organique, plus leur perception de ce qu'ils doivent faire puis des attentes vont être un peu différentes. Puis au fur et à mesure que tu avances là-dedans, plus tu t'éloignes de la source de la personne qui faisait l'onboarding à l'origine, plus tu vas avoir un décalage qui va devenir exponentiel avec ce que tu voulais. Fait que le processus est là pour remettre un peu les bases, s'assurer qu'on a tous la même définition de ce qu'on veut dans l'onboarding. Puis après ça, la portion organique qui doit rester organique, la portion technique, la portion projet, la portion quelle tâche on donne à quelqu'un qui vient d'arriver en fonction de son background, en fonction de ses intérêts. Ça doit rester organique, ça doit rester propre à chaque onboarding. Puis c'est là ce que tu dis, oui, plus qu'il y a de jeunes impliqués, plus cet onboarding-là, si est organique, va changer. Mais aussi, tu vas être teinté par le temps. Plus, la personne qui va vivre un onboarding A, la personne qui va arriver après, si c'est cette personne-là qui est impliquée, elle va être teintée de ce qu'elle a eu. Puis là, twister un peu, parfait. La prochaine personne qui va être onboardée par cette personne-là va changer. Fait qu'overtime, comme tu t'éloignes de la source de vérité parce que juste, il y a des trucs qui se perdent. Exact. Et puis il y a des trucs qui vont se perdre, puis ça c'est dommage, mais il y a des trucs aussi qui vont être épurés de façon naturelle, puis ça c'est bon, puis on veut garder ça. C'est pour ça qu'on révise le processus d'onboarding, parce que des fois on peut penser que de rajouter une étape, ça va être bénéfique. Des fois ça l'est, des fois ça l'est pas, puis ça on le voit juste en l'essayant, puis en parlant aux gens qui vivent ces onboarding-là aussi. C'est pour ça qu'il y a une portion de rétro aussi après le 3 mois, où on demande aux gens qui sont arrivés, qu'est-ce que tu as passé de l'onboarding, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on devrait changer. Qu'est-ce que ça prend selon vous? C'est comme là, c'est intéressant, le concept de rétro, ça nous permet de savoir, OK, avoir du feedback. Nous aussi, on a du feedback sur les gens qui créent l'onboarding, on a du feedback, une opinion par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on mesure si un onboarding a été un succès? C'est quoi les bons critères? Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon onboarding? C'est tout individuel à chaque personne. Mais moi, je pense que c'est vraiment la personne, elle peut te l'exprimer, mais tu le vois vraiment bien quand tu regardes la personne évoluer dans la compagnie. Puis, je veux dire, ça, j'imagine, c'est spécifique à chaque compagnie. Mais mettons ici, tu vas voir la personne, elle interagit avec son entourage. Puis le onboarding, une des choses qui est cool, qui te force à faire ici, c'est elle te force à sortir de ton équipe. Tu as tendance, quand tu arrives à quelque part, tu connais pas tout le monde, tu vas interagir avec les gens sur ton projet. Mais là, elle va te forcer à aller interagir avec des acteurs comme en dehors, là, justement, dans des domaines. Donc, sur ton projet, tu fais pas d'interaction avec l'équipe de stratégie, mais dans ton onboarding, tu vas aller parler avec eux autres, tu vas comprendre ce qu'ils font. Fait que ça va, ce genre d'interaction-là, puis là, tu vas voir la personne s'épanouir dans la compagnie. Là, elle est capable d'avoir des discussions de toutes sortes avec les gens autour. Puis, dans son équipe, d'avoir des points de repère ailleurs pour poser des questions, tout ça. Fait que je pense que tu vois bien quand ton onboarding a bien marché du point de vue genre intégration dans la compagnie, tu vois la personne comme épanouie à interagir avec les autres. C'est un des aspects que moi, je pense qu'on peut valider si l'onboarding s'est bien passé. Et non juste, OK, est-ce que cette personne-là qui fait du dev, son onboarding est un succès? Oui, elle performe bien dans son projet, elle ship des tasks à temps, puis elle a une bonne relation avec ses 4-5 collègues, mais comme non, il y a un niveau plus gros que ça d'intégration dans l'entreprise. C'est vrai. Cette mesure-là de est-ce que la personne est bien dans son projet, est-ce qu'elle ship, est-ce qu'elle est capable d'avancer de manière autonome, ça, c'est l'équivalent de ce que tout le monde va aller voir.
quand tu restes en mode organique, par défaut, c'est sûr qu'on va aller regarder ça, on va voir comment la personne se passe. La portion, est-ce que la personne est bien intégrée à notre équipe? Est-ce qu'elle a bien compris comment Mirego fonctionne? Est-ce qu'elle a les bons repères? Est-ce qu'elle est à l'aise dans l'environnement Mirego? Mais ça, c'est ce qu'on codifie un peu plus dans notre onboarding parce que c'est moins naturel d'aller voir ça dans certains cours, dans certains contextes. Fait que c'est l'espèce de balance qu'on fait, puis on vérifie les deux, puis quand les deux sont bien accordés, ben c'est là qu'on a un onboarding qui est un succès. Puis, si on replonge un peu plus dans le sujet spécifique de les backgrounds différents, comme tantôt je parlais dans l'introduction, c'est vous, votre expérience, selon vous, c'est quoi quand on a quelqu'un qui a ce background-là différent, puis vous l'avez eu un peu comme process, sur quoi on se base pour ça, là, faire que l'onboarding est encore meilleur ou qui est encore plus adapté à cette personne-là? Ben, tu sais, je pense que la première chose à regarder, c'est effectivement le background, puis voir comment la personne voit son onboarding, puis où elle voit ses challenges. Tu sais, si je parle de mon expérience quand je suis arrivé, ben c'est sûr que faire du développement mobile, il y a un paquet de concepts, un paquet de trucs que j'avais jamais eu à toucher avant. Des concerns qui étaient plus ou moins clairs dans ma tête, des façons de faire qui étaient plus ou moins claires, puis des langages que j'avais jamais touchés. On travaillait en Java beaucoup dans le projet où je suis rentré, je n'avais jamais touché à ça de ma vie. Fait que ça crée un stress, ça crée une anxiété, ça crée un désir de performer, mais aussi un souci d'arriver puis d'être capable de livrer quelque chose qui a de l'allure dans un délai qui est raisonnable pour l'onboarding. Une des choses qui a beaucoup aidé, ben c'est l'approche que mon buddy, la personne qui s'occupe de mon onboarding dans mon projet, dans le fond, avait. Moi, j'étais turbo chanceux d'avoir Matt Baron au départ qui m'a tout de suite expliqué que dans le fond, le langage qu'on utilise, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas ça qui va déterminer le succès d'un programmeur, c'est pas ça qui détermine le niveau de compétence, c'est les patterns qu'on utilise, c'est les réflexes, c'est la façon dont on analyse les problèmes. Ça, ben, ça se bâtit avec le temps, ça se bâtit avec les études, ça se bâtit avec l'expérience, mais c'est transférable d'un projet à l'autre, d'un langage à l'autre. Fait que le fait que j'ai 10 ans de PHP, oui, OK, je sais pas comment faire un switch case en Java, mais je vais l'apprendre. Je sais par contre que je devrais utiliser un switch case à cet endroit-là. Fait que c'est cette distinction-là qui m'a beaucoup aidé au départ. Puis qui, après ça, fait tomber beaucoup de murs. Il y a beaucoup d'affaires que tu sais pas comment faire, mais c'est juste du langage, tu vas l'apprendre. Des fois, il y a des patterns qui sont nouveaux. Des concepts de garbage collection, quand tu fais du web, c'est peut-être un petit peu moins fréquent qu'on va s'en servir, mettons. Mais là, en mobile, ben faut bien comprendre ces concepts-là. Puis là, ben, d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience puis qui sait que, par mon background, j'ai peut-être moins vu ces choses-là, puis qui va commencer par m'expliquer ça dès mon arrivée, ben ça aide aussi. Fait que c'est d'adapter en fonction du background, d'adapter en fonction du contexte, puis d'être à l'écoute aussi de ce que la personne a besoin. Parce qu'il n'y a pas un onboarding qui va être pareil, parce que les backgrounds sont tous différents. Mais fait que c'est intéressant, donc, mettons, ton buddy qui est en merde dans ce contexte-là, ce qu'il a fait, c'est pas de dire, OK, je vais apprendre à Thierry de programmer en Java. C'était, je vais remonter d'un niveau, s'assurer que les concepts de base, c'est ça, dans le fond, sur lequel on va, OK, je vais ça, c'est rechecker la doc de Java, puis faire un switch case, tu vas l'apprendre. Fait que c'est ça. C'était pas un onboarding Java, c'est un onboarding comment faire, comment être encore meilleur en termes de développement, qui ensuite, ces skills-là vont être applicables à tout. Exact. Puis tu sais, il y a un onboarding de pattern aussi. Là. On utilise le pattern réactif beaucoup dans le projet où je suis rentré. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi. Là. OK, quelle formation on peut aller chercher, comment on fait pour l'expliquer. On le travaille ensemble. Puis au fur et à mesure qu'on travaille ce pattern-là, ben par définition, je vais voir des switch cases, je vais voir des books, je vais voir des patterns autres qu'on utilise aussi dans le projet. Fait que c'est de faire de créer de l'exposition, en fait. Ben, puis pour vrai, tu sais, ce que tu dis, c'est vraiment vrai, là, parce que j'avais cette vibe-là. Moi aussi, je suis là, mon Dieu, tu sais, j'ai jamais fait de développement mobile. Puis finalement, tu sais, j'ai eu la même chose que toi. J'ai eu Matt Baron, moi, tout. Finalement, comme buddy. Qui t'a le succès, avoir Matt Baron. Mais, ben, clairement, genre, c'est un bon buddy, là, je pense qu'on est d'accord. Mais, c'est de me faire réaliser à quel point, justement, tu sais, c'est pas vrai que je sais pas dans quoi je m'embarque, tu sais. Tu juste te faire réaliser à quel point ton expérience est pertinente, finalement. Ouais. Tu sais, ben, tu sais, t'as fait déjà ça d'une façon à peu près différente. Puis là, ben, dans mon cas, à moi, ça m'a fait réaliser à quel point, dans le fond, tu sais, mettons, le mobile, ou encore, dans le cas de ce projet-là, mettons, les devices télé, qui, en fait, je veux dire, c'est un mobile qui affiche sa télé, là, pratiquement. Ben, à quel point ça ressemblait à des consoles de jeu. Tu sais, c'est très similaire de bien des points de vue. Fait que mettre la personne à l'aise rapidement, tu sais, dans le fond, si on t'a choisi, on croyait en toi. Ah, OK, c'est pas si différent que ça, tu vas l'apprendre, ça va bien. Fait que c'est pas tu pars de zéro, puis voici ce que tu dois apprendre. C'est comment tu dois peut-être juste tweaker ce que tu connais un peu pour l'adapter à quoi, puis boum, t'es déjà, le gros du chemin est déjà fait, là. Ben, dans le cas de programmeurs qui ont de l'expérience ailleurs dans d'autres choses, ouais, effectivement. Je pense que c'est pas mal ça
quand je dis background différent, est-ce que c'est plus ça, là, c'est plus des gens qui ont des backgrounds en programmation ou en code ou en développement, mais juste jamais pour peut-être du back-end. On en a plein, là, des gens qui ont l'expérience en front-end, ils veulent faire du back-end au web, puis pas mobile, ils veulent faire du mobile à web, whatever. Là. Fait que je pense toujours, un peu comme vous semblez dire les deux, là, c'est toutes des notions qui sont assez partageables, là, mais après ça, comment tu les implémentes concrètement, c'est là que ça devient différent. C'est ça. Puis le rôle que ton body vient jouer là-dedans, parce qu'on parle de maths, ça donne qu'on a le même body, mais en fait, il y a plein de bodies qui le font chez Mirego, c'est un peu de dédouaner, c'est d'expliquer que ce que tu connais déjà est transférable. Ce que tu connais déjà est applicable. Il y a un subset que tu dois apprendre, mais c'est pas réapprendre, c'est plus apprivoiser le nouveau contexte dans lequel tu vas l'appliquer. Ça ressemble un peu à la première fois que tu vas en Angleterre puis que tu es obligé de conduire du mauvais côté de la route. Tu sais comment ça fonctionne une voiture. Là, tu conduis de l'autre bord. Fait qu'il y a des réflexes qu'il faut que tu changes, il y a des choses qu'il faut que tu adaptes, mais fondamentalement, c'est un volant, c'est un kit de pédales, c'est une transmission, c'est la même chose. C'est juste un peu différent. Les règles changent. C'est ça. La base est un peu la même. Oui, puis tu vas voir un stop, ben tu vas arrêter pareil, même si t'es pas du bon côté de la route par rapport à ce que tu es habitué de faire. Il y a des choses qui restent les mêmes, il y a un peu de changement, mais fondamentalement, c'est le même principe. Un truc qu'on n'a pas parlé par rapport au onboarding, même général, chez Mirego, je pense qu'on est quand même pas pire aussi en termes de matériel et de formation. Tantôt, je reviens un peu sur le côté moins organique, là, le fait qu'on a des parcours un peu plus définis, qu'on a plus on est moins dans le noir. OK, ben vas-y, tu veux te développer tu veux faire du Elixir, ben comme check un peu autour. Non, on a quand même des bonnes ressources matériel qui existent, de trucs qu'on a écrits, de trucs, de listes d'URL, faire des trucs de documentation. On sait, est-ce que vous diriez qu'on a une bonne idée de c'est quoi notre, pas baseline, mais c'est quoi un bon ou une bonne dev dans ce langage-là pour, OK, maintenant, tu es rendu capable de pouvoir prendre un projet à toi dans cette techno-là? Ben, tu sais, par techno, oui, on l'a, là, on a des spécialistes qui sont des bons barèmes. Tu sais, quand quelqu'un est capable de remplir ce rôle-là, ben, ça nous donne une idée sur le niveau de compétence, puis après ça, on décline à partir de ça. Il y a aussi une philosophie un peu plus générale chez Mirego, là, tu sais, qui est un bon dev, ben, c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur comment ça fonctionne, qui va aller plus loin que juste la surface de OK, ben, j'ai été capable de faire afficher mon bouton, puis quand je clique dessus, ça fait la bonne action. Tu sais, pourquoi telle ligne de code agit de telle façon? Comment fonctionne telle méthode dans mon code? Comment fonctionne telle fonction dans ce langage-là? Ça, c'est aussi des indicateurs de quelqu'un qui va être capable de starter un projet. Surtout parce qu'on est toujours en train d'essayer des nouvelles affaires. J'ai l'impression, on joue avec des nouvelles libres. On se questionne, en fait. C'est ça, tu sais, on se promène, puis on essaie de voir ce qui est là. Fait que c'est important quand tu essaies quelque chose de nouveau d'aller plus loin que juste le « Ah, tiens, j'écris cette ligne-là, puis ça fonctionne, let's go ». Il y a des tenants aboutissants en arrière qu'il faut décoder. Fait qu'il y a beaucoup ça qui vient jouer. Puis pour quelqu'un qui est nouveau, qui embarque sur un langage, ben il y a aussi, encore une fois, sa perception. Les gens le sentent quand ils commencent à avoir un sentiment de maîtrise. Puis on sait aussi d'expérience qu'il y a toujours une espèce de courbe, là, il y a cette espèce de plateau-là où tu te dis « OK, c'est beau, j'ai compris ». Puis après ça, il y a une phare de « Oups, j'ai rien compris finalement ». C'est quand les gens sortent de cette phare-là puis commencent à remonter que là, on voit qu'il y a un niveau de compétence qui est acquis puis qui est plus fondamental. Ouais, puis généralement, comme la mécanique de ton langage, tu sais, ça se ressemble généralement beaucoup. Là, c'est souvent les concepts plus haut niveau tu vas commencer à avoir des grandes différences en certains langages. Tu sais, mettons, Elixir, c'est très fonctionnel. Ben, fait que là, ça, quelqu'un, ça peut le déstabiliser, mais tu sais, quand tu vas écrire une ligne de code, ben, à un moment donné, ça se ressemble. Oui, puis c'est ça. Puis ce que je me dis aussi, c'est que on est rendu pas pire aussi pour avoir des bonnes pratiques dans plein de comment faire du bon Elixir, comment faire du bon Kotlin. On est rendu bon là-dedans. Fait que quelqu'un qui arrive, puis peut-être que ça peut aider à pas trop pogner cette down-là, comme tu dis, Thierry, de dire, ah ouais, finalement, oh là, c'est que, oui, je sais écrire du Elixir, je sais écrire du Kotlin, mais c'est actually bon ce que je fais, ça va être maintenable dans 2 ans, 3 ans? Ah, guess what? On a ça, les réponses à ces questions-là parce qu'on le fait depuis assez longtemps. On va pouvoir te guider sur encore être meilleur. Puis quand tu es à te questionner sur ça, ben, on a peut-être des ressources pour te kickstarter. Puis OK, repogner là, hop. Là. Oui, puis tu sais, justement, dans la procédure dont on parlait tantôt de la Asana d'onboarding qu'on a, il y a un des premiers points, je pense que c'est dans la première ou deuxième semaine, c'est faire ta première PR, ta première pull request pour avoir ton premier processus de code review. Puis justement, voir que chez Mirego, on va travailler beaucoup par là. On va regarder beaucoup les PR, puis on va utiliser les code review pour apprendre aux gens que c'est quoi nos standards, c'est quoi nos attentes, comment on peut optimiser le code, comment on peut optimiser notre façon de fonctionner. Puis
c'est par ce processus-là qu'on va essayer justement d'éviter ce downfall-là, là, ou de le limiter à tout le monde. Il y a un autre truc qui est intéressant, mais un outil développé à l'interne, Dispatch, qui te permet de t'inscrire comme apprenti pour les technos que tu fais pas ou la même techno que tu utilises, mais dans d'autres projets. Fait ça pour voir justement les PR d'autres développeurs et voir les bons patterns ou les mauvais patterns qui se font reviewer, puis te rendre compte peut-être que, c'est pas moi qui ai écrit ce code-là, mais finalement, je l'aurais fait comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, je sais que, OK, c'est peut-être pas comme ça la meilleure façon. Fait que c'est une autre belle opportunité pour apprendre. T'es encore là dans ce que tu fais ou de ce que t'aspires peut-être à faire. Puis après ça, tout ce qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes, les horizontaux, être exposé à comment les autres équipes de dev sont quand même grandes. Fait que des opportunités d'apprendre puis de devenir meilleur, puis de quelqu'un qui fait une présentation à l'interne dans l'équipe qui dit, moi, j'ai fait ça, mais finalement, je me suis trompé, j'ai fait ça à la place. C'est tout du bon knowledge que tu as en tant que dev pour éviter de refaire ces erreurs-là aussi. Oui, tu sais, l'onboarding, dans le fond, c'est une portion de ce qu'un dev va vivre, mais la façon de se développer en développement, c'est beaucoup par l'exposition. Tu veux essayer des choses, tu veux voir plus de choses, fait que plus on maximise les opportunités d'exposition, plus on les diversifie aussi. T'envoies dans ton projet, t'envoies dans d'autres projets, t'envoies à l'horizontale, t'envoies dans des conférences. Plus il y a moyen d'apprendre, développer cette espèce d'instinct-là, puis ces réflexes-là de programmation aussi. C'est là la transition finalement entre onboarding, Mirego, mais après ça, apprentissage continue tout le temps. Là. Je pense que là, c'est pas quelque chose qui se termine. Parfait, je suis onboardé après X mois, puis parfait, j'ai plus rien à faire, voici, j'ai tous les skills nécessaires et j'ai toutes les compétences. Mais non, c'est un processus qui dure encore tout le temps. Finalement. Oui, c'est ça. Ben, un bon développeur est toujours en train d'apprendre puis de owner ses skills puis d'aller plus loin dans son art, à la limite, dans son craft. Fait que tu sais, ça fait partie de ça, le processus chez Mirego. L'onboarding, c'est un genre de kickstart. À la limite, j'aime pas tant le mot bootcamp, mais des fois, ça peut ressembler un peu à ça. Une base connue et une base qui est sur laquelle on peut itérer souvent. C'est ça. Certain que ça, c'est nailé, là. Mais après ça, il y a d'autres choses. Exact. Okay. Puis c'est un peu transmettre cette vibe-là, là, être sûr que la personne elle a la piqûre, là, tu sais. Qu'elle comprenne, là, regarde, tu sais, t'es pas tout seul. Avoir la piqûre, c'est contagieux, cette affaire-là. Là. On l'a tout pogné. Tu vas l'apprendre, tu vas le pogner toi aussi. Tu vas avoir le goût de regarder ce que les autres font, tu vas avoir le goût de t'améliorer. Tu sais, ça crée cette... Tu sais, dans le fond, c'est sûr que la personne, elle embarque dans l'engrenage de genre, hey, OK, on se motive tout le monde ensemble à s'améliorer. Si en terminant, en fait, on peut parler un peu du futur. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir des onboarding? Est-ce que là, on va parler un peu de comment on fonctionne présentement? Est-ce que ça scale encore? Est-ce que c'est comment on fait nos onboarding présentement? Est-ce que j'imagine que vous avez plein d'opportunités d'amélioration que vous avez en tête? Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus améliorer le onboarding? C'est une bonne question. Tu sais, la partie organique là, qui nous reste, là, c'est-à-dire tu sais, le body avec l'employé, le nouvel employé, le nouveau membre de notre équipe qui arrive, ça, ce bout-là, c'est, tu sais, il y a des éléments là-dedans que, genre, on peut s'améliorer, je pense, là. Tu sais, trouver, mettons, la bonne première tâche, là. Ça, c'est quelque chose est différente de projet en projet. Là. Ben oui, puis de nouveau en nouveau, là, parce que là, il arrive, puis là, l'autre personne, elle arrive 2 mois plus tard, mais on fait pas la même chose dans le projet. Qu'est-ce que la personne, elle va faire? Tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment un grand impact sur la rapidité que la personne, elle embarque dans le projet, dans la gang. Mais c'est vraiment variable ce qu'on va leur donner. Fait que ça, je pense, tu sais, ça, c'est une piste d'amélioration, mais c'est pas évident, là. Tu sais, penser à, dans 1 mois, on a une nouvelle personne, il y a ça qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être la garder, puis ça serait vraiment malade. Tout de suite, gardons-la sur le back. Ben là, souvent, on y pense peut-être pas assez longtemps d'avance où on n'a pas quelque chose qui est vraiment comme, tu sais, parfait, mais quand on a quelque chose qui est vraiment hot pour un nouveau, je trouve que c'est vraiment cool, mais faut y penser, prendre le temps de se penser, puis c'est pas toujours évident. Des fois, ça fit peut-être pas non plus avec la personne, là. Il y a peut-être quelqu'un qui manque un peu de confiance, fait que se faire lancer dans le creux puis nage, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Fait que là, ça se passe à ce niveau-là. Ouais. C'est balancer le organique puis le plus structuré avec une troisième variable, avec qui est la personne qui rentre. Fait que ça pourra jamais être à 100%. Ah non, c'est sûr. Mais quand on berne un peu plus vers là, c'est sûr que ça va être bénéfique. Là. Ben, c'est ça qui se passe. Ouais. Fait que la tâche, je pense, c'est fait qu'il faut que le body le maîtrise, puis il faut que la personne soit intéressée par ce qu'elle va faire. Fait que, tu sais, peut-être avoir des choix. Tu sais, peut-être avoir des choix, genre, hey, on a plusieurs affaires que tu pourras faire, tu quelque chose qui t'allume là-dedans. On a déjà parlé
tâches boilerplate, tu sais, puis peut-être même pas sur des projets. Tu sais, là, c'est tough parce que c'est pas des tâches de projet. On s'était déjà dit qu'on pourrait ça dans un petit projet, que quand tu entres dans ton onboarding, tu as cette tâche-là à faire qui est la même pour tout le monde qui rentre. Puis là, OK, ben ça permet de tacler tel enjeu qu'on sait que tu vas avoir probablement dans tes prochains projets. Tu sais, fait mais ça aussi, ça vient avec des downsides de c'est pas tout le monde qui a besoin de la même première tâche. C'est plus tu t'en vas vers le structuré, moins tu perds ce côté-là de cette première tâche-là, là, j'ai vraiment eu du fun. C'était pour moi celle-là. Ben là, tu t'éloignes peut-être plus de ça. Tu sais, il y a ce que Guillaume dit, là, notre côté organique qui est à toujours améliorer, toujours travailler. Je pense que ça passe aussi par exposer le plus de monde possible à ce process-là après coup. Tu sais, être body, avoir des gens nouveaux qui arrivent sur le projet. C'est pas tous les projets, c'est pas tout le monde qui a été body, mais de voir ça, de voir comment ça se passe pour sensibiliser les gens quand vient le temps de choisir justement une tâche ou de guider comment ça va se passer de sprint en sprint. Puis au niveau, tu sais, de notre procédure, notre asana, je pense que c'est rester le plus groundé possible, rester le plus proche de la réalité, puis favoriser les interactions sociales, les interactions face-to-face, pour que les gens, quand ils commencent, au moins aient ce sentiment d'appartenance-là qui va se créer avec le reste de l'équipe, qu'on puisse créer des liens, puis qu'on soit plus aussi avec ce qui est mode remote, tout ce qui est travail à distance, c'est qu'on soit plus que juste des gens au travers d'un écran, là. C'est plus facile de travailler avec des collègues, avec des membres de notre équipe, qu'on sait que derrière cette personne-là qui ship du code, il y a un être humain, puis il y a un individu avec qui on a des points communs. Fait que de continuer de favoriser ça, puis on a commencé à le faire un peu avec nos 5 à 7 d'équipe pour les nouveaux, justement, là, où on essaie de les rassembler tous ensemble au même endroit. Ça, c'est une initiative qui, je pense, va faire des petits, puis on va développer autre chose autour de ça. C'est un truc qu'on a moins parlé, le côté social. Tu veux plus en fait, plus tout ce qui est hors projet, de s'intégrer à l'équipe dans un cadre peut-être un peu moins professionnel. Mais j'aime le côté que tu as dit, Thierry, le côté sensibiliser le reste de l'équipe. Là. Parce que là, beaucoup ont parlé de les nouveaux nouvelles. Après ça, Mirego, le process Mirego, mais faut pas oublier tout le reste de l'équipe. Là. Les bodies, mais les gens qui sont pas bodies, tout le monde a un petit rôle à jouer dans. OK, on est 170, tout le monde là-dedans a son petit rôle à jouer dans la bonne intégration d'un nouveau membre. Exact. Il y a une partie de l'onboarding, c'est ça aussi, là, c'est d'expliquer aux nouveaux que tu peux poser des questions à n'importe qui, puis il y a pas de problème. Il y a personne qui est off-limits. Non, cette personne-là, tu peux pas poser de questions. Là. Non. C'est ça. Toutes les devs sont là pour aider. Fait que c'est d'apprendre ça aussi, puis d'exposer les autres devs aussi à la réalité d'être nouveau. Des fois, on a tendance à l'oublier. Là. Ça fait 3, 4, 5 ans que je fais la même chose dans le même projet ou que je suis pour la même compagnie ou dans la même équipe. J'oublie que j'ai déjà été nouveau, j'oublie comment c'était quand moi je suis rentré, j'oublie le stress qui vient avec ça, l'anxiété, l'excitation aussi, pas l'appréhension, mais le désir de bien performer, puis l'excitation de voir quelque chose de nouveau, tu sais. Ça, des fois, on l'oublie, mais c'est tous des facteurs qui affectent les gens qui arrivent dans un nouveau contexte, que ce soit chez Mirego ou ailleurs. Mais c'est ça, ce contexte-là, il change aussi. Puis la personne qui est rentrée il y a 5 ans, quand elle était nouvelle, c'était un contexte X. Maintenant, quelqu'un qui rentre aujourd'hui, moi, je m'en souviens, j'ai déjà été nouveau. Tu étais nouvelle dans un contexte complètement différent aussi. Fait que c'est pour ça, encore une fois, que ce processus-là évolue au fil du temps et change, parce que l'entreprise, la réalité n'est pas la même au fil des années. Exact. Alors, tu te présentes pas quand tu arrives au niveau devant 25 personnes. Hein? Tu te présentes dans un call. Ça, je me souviens quand j'étais nouveau, je suis rentré, je parlais à tout le monde. Ça, c'était facile. Mais gars, ça a peut-être changé depuis aussi. Nous, ton meet, on est 150 qui te regardent. Ouais, c'était cool. Quand on te demande d'arriver avec une anecdote, parler de toi, nous parler de ton film ou ton super-héros préféré, puis tu le racontes à 25 personnes, tu le racontes à 180 personnes, c'est pas la même affaire. Le feel est pas le même. Quand tu le fais au travers d'un micro ou d'un écran, c'est pas pareil quand tu le fais dans une salle autour d'un dîner avec 20 collègues. C'est vrai. Donc, messieurs, en terminant, si je vous demande c'est quoi l'élément le plus important dans le onboarding d'un nouveau membre de l'équipe de dev qui possède un background un peu moins habituel? Moi, je dirais, c'est plate, là, parce que je mets la job ces autres, là. Mais je trouve que c'est vraiment l'attitude de la personne qui rentre du nouveau dev qui arrive, son attitude à avoir le goût de plonger dans toutes ces nouvelles choses-là, ces nouvelles informations-là, les nouvelles personnes, les nouveaux milieux. C'est ça qui fait la plus grande différence. T'sais, on fait des efforts, nous autres, de tous nos côtés pour qu'il y ait accès à tout, mais cette personne-là, comment elle s'investit dans ce process d'onboarding-là, c'est ça qui change.
Ça va décupler après ça, la qualité de OK, ça, nous autres, mais on capitalise là-dessus. OK, yes, ça tente, t'as cette drive-là d'apprendre de quoi de nouveau. Good, parfait, c'est encore plus facile. Là. Ah oui, vraiment. Puis à la limite, regarder que la personne a peut-être moins de facilité, puis l'aider à ça va faciliter le reste. Là. OK, mais ce que tu dis, c'est pas de dire qu'il faut que la personne de base l'ait. C'est que nous-mêmes, on peut l'aider à faire ressortir ce côté-là de si toi, tu as cette attitude-là, ça va être encore mieux. Puis là, OK, parfait, on commence. Ouais, renforcer les bons comportements. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais je vais reprendre une partie de la responsabilité de notre bord. Tu sais, je pense que ce qui est très important aussi pour un bon onboarding, oui, que la personne ait la bonne attitude, mais que nous, on soit à l'écoute aussi de ce que cette personne-là a besoin. Tu sais, en ayant des backgrounds différents, en ayant des personnalités différentes, on a des besoins qui sont différents aussi, on a des méthodes d'apprentissage qui vont être différentes. Fait que c'est de toujours rester à l'écoute puis de pas s'encarcaner parce qu'on a un process, parce qu'on a une façon de faire. Des fois, il faut sortir de ce sentier-là puis s'adapter à la personne qui rejoint notre équipe puis qu'on veut favoriser son succès. T'sais? Fait que c'est d'aller au-devant de cette personne-là puis de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à prendre cette bonne attitude-là? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à être motivé dans ce qu'on a à faire? Puis pour faciliter son apprentissage. Fait que c'est de rester à l'écoute puis de pas se fermer parce que on a un process, on va suivre le process puis c'est supposé magiquement fonctionner. Mais tantôt, comme on disait, notre but, peut-être ultimement, c'est de sortir des trucs un peu plus organiques et d'aller vers le processus, mais il faut pas avoir peur de dire « Oh, ouais, OK, non, ça, c'est correct de revenir, pas de revenir en arrière, mais de rajouter du personnalisé puis de l'organique dans la structure. » Exact. Puis tu sais, dans tous les projets qu'on a, si c'est pas le body, ça va être les techniques, ça va être un autre développeur. Il y a des gens qui en ont déjà fait des onboarding, il y a des gens qui ont vu ce processus-là. Fait que tu sais, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là aussi qui ont une expérience, qui ont quelque chose à apporter. Le process est là pour être sûr qu'on n'oublie rien, qu'on fait les étapes dans le bon ordre. Mais après ça, la portion organique est là pour favoriser l'onboarding des gens. Puis il faut jamais oublier ça, le perdre de vue ou arrêter de le travailler parce que c'est un skills qui se développe aussi puis qu'on doit développer chez le plus de monde possible. Cool. Merci beaucoup, messieurs. Super intéressant comme discussion. Et on se dit à la prochaine. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.